Après avoir vécu plusieurs mois difficiles, la vie commence tranquillement à reprendre un petit peu son cours normal. Tout en faisant attention, bien sûr. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le Quoi Neuf du mois de juin. Alors, comme je disais tantôt, plusieurs mois difficiles, on commence tranquillement à rejouer, en tout cas de mon côté, souvent des parties à deux joueurs majoritairement. J'ai deux amis avec qui je vais jouer de manière de temps à autre. Je dirais que j'ai pas retrouvé mon train-train habituel de jeu, mais c'est pas grave, tranquillement pas vite, on reprend nos activités et ça fait du bien. Donc je commence immédiatement avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois de juin, j'ai joué 41 parties de 24 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 5 seulement que c'était des nouveautés. Donc, j'ai revisité beaucoup de titres que j'avais déjà joués, donc un peu moins de place aux nouveautés, mais j'ai quand même d'excellents jeux à vous parler ce mois-ci. Alors, je prends immédiatement un petit moment pour vous faire un suivi de ma résolution ludique, parce que en début d'année, j'ai lancé une résolution ludique comme ça de ne plus avoir aucun jeu non joué dans ma collection. Et là, ça allait très bien parce que j'ai commencé ça à 42 et plus ça allait au courant des mois, donc jusque le mois de janvier, février, ça allait très très bien. Je baissais beaucoup ce chiffre-là et malheureusement, la pandémie a débarqué, etc. Donc ça l'a ralenti beaucoup ma résolution ludique. Donc, en date du 1er juillet 2020, j'ai maintenant 17 jeux non joués dans ma collection. Alors, j'ai quand même un petit blitz à donner parce que je veux quand même réussir à respecter ma résolution ludique. JP ne croyait pas que je serais capable et je vais continuer de travailler là-dessus. J'ai beaucoup de jeux que j'ai dans ma collection depuis même un petit bout de temps et que ça n'a jamais à donner. Fait que je dirais que c'est des jeux qui sont plus difficiles à pousser un peu parce que c'est des jeux que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma collection, mais c'est quand même des jeux que je veux essayer. C'est juste que des fois, il faut trouver le bon setup, le bon nombre de joueurs, les bons joueurs aussi, parce que là, c'est pas facile. Il y a beaucoup de jeux là-dedans que c'est des jeux qui se jouent à plusieurs et où l'expérience est moins bonne à deux joueurs, du moins de ce que ça a l'air. Donc, je suis porté à vouloir les mettre un peu de côté en attendant, en disant, le jour que je vais jouer à 3 ou 4 joueurs, à ce moment-là, je vais pouvoir sortir ces titres-là. Donc, je continue quand même ma résolution parce que oui, bien entendu, si ce serait juste 17 jeux, ce serait très facile à faire, mais il y en a toujours qui vont s'ajouter à cette liste-là et à chaque mois, il y a d'excellentes sorties. Bon, les jeux commencent à ressortir un petit peu plus, on a un petit bout un peu plus tranquille, mais là, ça commence à ressortir et là, il y a toujours d'excellents jeux dont je veux vous parler, donc ça vient pas faciliter les choses, mais c'est ma petite résolution ludique que je me fais un plaisir d'essayer de réussir à respecter. Je vais vous tenir au courant des prochains mois sur ce sujet. Donc, je commence immédiatement avec un jeu que ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué et c'est un jeu que j'avais très hâte de remettre sur la table. Russian Railroad. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Russian Railroad est un jeu qui n'est malheureusement plus en impression. Je pense que Philosophia avait fait la dernière impression et le jeu était tombé un peu dans l'oubli. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que ce jeu-là est vraiment incroyable. Je possède également les deux extensions, German Railroad et American Railroad. Je sais que German est rendu très difficile à trouver. Les copies qui se vendent à un prix assez exorbitant. Et non, ma copie n'est pas à vendre. Pour ceux qui ne le savent pas, Russian Railroad est un jeu de placement d'ouvriers pur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le concept de base du jeu, c'est justement de placer des ouvriers et de réaliser des actions. Mais comment ça fonctionne, c'est que c'est un jeu, ils mettent ça sur le thème des trains, on s'entend, on fait une machine à points. On a beau s'imaginer que c'est des rails qu'on va placer, on va construire une machine à points. Donc, le but, c'est de faire le plus de points possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque tour, on va marquer les points. Mais là, ça veut dire que le premier tour, on va marquer 3-4 points. Deuxième tour, on va marquer 10. Troisième tour, on va marquer 30. Et ça prend une courbe absolument incroyable. Le jeu est bien pensé. C'est un jeu intelligent, très amusant. Ma dernière partie, je l'ai joué à 2 joueurs. Et même à 2 joueurs, le jeu a vraiment beaucoup de tempo parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire pour faire des points. Mais on ne peut pas tout faire. Donc, si on veut se concentrer sur les secteurs industrialisation, donc des tuiles qu'on va placer en bas, monter notre marqueur, on peut le faire, mais ça va toujours être au détriment d'autres choses parce qu'on ne réussira pas à tout faire. On a 3 lignes de train, on va placer des rails, on va les faire avancer, marquer des points, des choses comme ça. On ne pourra pas tout faire. On va devoir choisir quoi faire et quand le faire pour justement que ce soit au bon moment. Donc, un jeu très intelligent, un jeu qui figure dans mon top 20, puis probablement même dans mon top 10. Si je serais pour refaire l'exercice, je suis dû quand même habituellement, je me dis toujours que vers la fin
fin de l'été, j'essaie de refaire mon top pour vous le présenter, mais je trouve que Russian Railroad est vraiment un jeu très bien pensé. Et là, je sais, je fais un peu mon agace, je vous parle d'un jeu qui n'est pas disponible facilement sur le marché, mais si vous avez l'occasion de pouvoir l'essayer, Russian Railroad est un jeu absolument génial. Je continue avec cette fois-ci une petite nouveauté. Bon, très thématique avec le temps. Pandémie Zone Rouge. Donc, c'est quoi ça? En fait, oui, c'est un autre jeu de Pandémie. Mais là, celui-là est un petit peu différent des autres parce que Pandémie a été apprêté à toutes les sauces. Il y a eu des versions et des versions et des versions. Pour ma part, j'ai joué au jeu principal, le vrai Pandémie, l'original avec l'extension, et je m'étais tanné quand même assez vite. Oui, il y a un paquet d'extensions, un paquet de nouvelles versions, donc Cthulhu, High Rising, Iberia, il y a vraiment, ils en ont fait à toutes les sauces, mais j'ai pas embarqué là-dedans. Je trouve que j'avais fait un peu le tour de Pandémie. Lorsque Pandémie Zone Rouge est arrivé, je trouvais ça intéressant parce que c'est un Pandémie dans une petite boîte. Donc, ils ont pris l'expérience générale de Pandémie et ils l'ont compressé pour faire un jeu qui est très rapide. Donc, on a seulement trois maladies à pouvoir tenter d'éradiquer. Le plateau est beaucoup plus petit, une zone de l'Amérique du Nord. Le jeu est un peu simplifié, mais sa durée de jeu est aussi également raccourcie. Je prends un exemple avec Ticket to Ride. Ils ont sorti 2 versions qui s'appellent Londres et New York récemment, qui sont des versions de petites boîtes. Donc, c'est une version un peu plus accessible, peut-être plus familiale, mais plus rapide à jouer. Et j'ai vraiment aimé ces versions-là parce que je peux jouer facilement avec ma fille. Et bon, elle va pas se décourager, elle va pas se tanner. Ma fille aime ça jouer, mais quand les parties sont trop longues, elle finit par décrocher. Pandémie Zone Rouge, lui, réussit à prendre l'expérience de Pandémie que j'aimais quand même le concept, mais je m'étais un peu tanné et ça le reprend dans une toute petite boîte, un tout petit jeu, et ça fait en sorte que pour ma part, à moi, je préfère cela. Bon, c'est certain, les gens qui ont joué à tous les Pandémies, qui essaient de trouver des choses nouvelles là-dedans, il n'y a rien de nouveau qui se passe dans Pandémie Zone Rouge. C'est le même jeu qu'on connaît, même simplifié sur certains éléments, mais pour ma part, moi, c'est vraiment le truc qui me plaît de cette nouvelle version-là. Et ben, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous le conseille. Je continue avec un petit jeu que j'ai joué à 2 joueurs que je n'avais pas essayé encore. C'est le jeu Raptor. Dans Raptor, c'est un jeu avec des factions asymétriques. Donc, il y a un côté qui contrôle les scientifiques qui vont tenter de devoir capturer des bébés raptors. Et de l'autre côté, on joue les raptors, justement la maman qui va tenter de protéger ses petits. Donc, le tout est fait avec un système de cartes très intéressant parce que lorsqu'on va révéler les cartes, ça va être le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire. Mais on va avoir aussi un système d'action qui va être fait. Donc, c'est vraiment une espèce de petit... comment je dirais ça? Il faut jouer un peu avec l'autre joueur, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il veut faire pour pouvoir jouer la bonne carte au bon moment. Un bon petit jeu, j'ai joué 2 parties, j'ai joué chacun des côtés. Je trouve ça intéressant. Si jamais vous aimez les expériences de jeu à 2 joueurs, c'est un beau petit jeu, un beau thème aussi. Et c'est un jeu qui est bien pensé quand même. Bon, juste 2 parties au compteur, mais je dirais pas non à une autre partie. Je continue avec un jeu qui a eu quand même assez de buzz en Europe, je crois. C'est le jeu Pharaon. Donc, Pharaon a pris énormément de temps à se rendre de ce côté-ci de l'océan. Et là, les Européens qui nous écoutent disent, ben, Pharaon, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Et il y a même beaucoup de gens ici, au Québec, qui ont importé leur copie directement d'Europe pour pouvoir l'avoir un peu avant tout le monde. Eh bien là, Pharaon vient de débarquer ici. Et qu'est-ce que c'est ce jeu-là? En fait, c'est un jeu de gestion de ressources, un peu à la placement d'ouvriers, parce qu'on va placer des ressources sur des zones, des cases, pour faire différentes actions. C'est un jeu relativement familial, donc c'est pas un jeu qui est complexe. A priori, on regarde le plateau, on peut peut-être faire un peu le saut parce que ça a l'air un peu chargé, mais c'est très très simple parce qu'il y a différentes zones d'action qu'on va pouvoir faire en plaçant nos ressources et chacune de ces petites actions-là est très très simple. Donc ultimement, on va payer des ressources pour essayer de retirer des ressources, faire des points sur différents éléments. J'ai joué 4 parties à date, seulement à 2 joueurs par exemple. Je voulais vous le présenter sur la chaîne, puis je pense que je vais le faire quand même, mais je trouve ça plate, j'aurais aimé ça avoir l'expérience de pouvoir le jouer à 3 et à 4 joueurs. Malheureusement, ça n'a pas été fait encore, mais je commence à avoir une bonne idée du jeu, du moins à 2 joueurs. J'ai bien apprécié mon expérience. C'est un jeu que je vais vous présenter sur la chaîne le mois prochain, donc je ne m'attendrai pas trop longtemps sur le sujet, et j'espère être capable de pouvoir enligner une partie à 3 ou 4 joueurs, histoire d'avoir un feeling sur le mode multijoueur. Mais sinon, Pharaon est un jeu qui a un très beau visuel. Lorsque l'on comprend, l'iconographie est très claire et le plateau qui semble un peu chargé au départ, un coup on comprend les différentes zones, ça se fait très très bien. Un jeu très familial, très accessible et c'est le genre de jeu que vous pourriez présenter à peu près n'importe qui. Et ben justement, avec sa belle esthétique, ça va lui donner un petit coup de pouce. Donc Pharaon, une belle petite surprise pour moi. Je continue avec un jeu que j'avais très hâte d'essayer. C'est le jeu Quirky Circuits.
Malheureusement, le jeu n'est pas disponible en français encore, et c'est un jeu dans un livre d'aventure, donc un peu comme Histoire de peluche, un autre jeu qui avait une histoire d'aventure, mais dans celui-là, dans Quirky Circuits, ça va être différentes missions qu'on va faire. Le jeu vient avec des petites miniatures, et là, c'est des puzzles qu'il va avoir dans le cahier. Donc, on ouvre, on a la page qui nous explique un peu les règlements de ce scénario-là, et on a le plateau de jeu à côté. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de programmation. Alors, on va devoir tenter de programmer. Bon, le premier scénario, ça se trouve, on a un petit aspirateur avec un petit chaton dessus. Et on va devoir programmer le petit aspirateur pour pouvoir se déplacer et ramasser toutes les petites mousses de poussière. Mais là, bien entendu, comme tous les jeux de programmation, ça va jamais aller à notre goût parce qu'on va devoir jouer un certain nombre de cartes. Et là, les joueurs vont placer les cartes, mais ils n'ont pas le droit de discuter entre eux sur qu'est-ce qu'ils vont placer exactement. Une petite chose, c'est que lorsqu'on va placer la carte, on va voir si ça mentionne que ça avance, ça recule ou que ça tourne, mais on n'a pas le droit de le dire aux autres joueurs, ok, je vais avancer de 2, tourne à gauche, donc ça serait beaucoup trop facile. Fait qu'à ce moment-là, Quirky Circuits devient un petit jeu de programmation très sympathique où tout notre beau planning prend souvent le champ au grand complet et ça finit en sorte qu'on se ramasse dans le mur à tourner dans le coin. J'ai joué avec ma fille, on a bien apprécié, le visuel est très amical, très bobli, je dirais, là, des belles petites illustrations, mais ça reste un petit jeu de programmation familiale très intéressant. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer avec des gamers, mais encore une fois, je pense que le jeu va prendre un peu plus de saveur avec plusieurs joueurs, parce que là, on va être plusieurs à essayer de placer les cartes, et là, on n'a pas nécessairement d'ordre précis de jeu, donc on va essayer de les placer pour se dire, ben écoute, on va réussir à faire notre mission dans le moins de temps possible. Donc, un beau petit jeu de programmation très intéressant, j'ai bien hâte d'y rejouer. Je continue avec un jeu que j'avais pas acheté encore et ça me surprenait parce que à chaque fois je le voyais des fois même en vente, ok bon je passais à un autre et c'est le jeu Récolte. Récolte est un jeu de Uwe Rosenberg, un de mes designers favoris, un jeu de gestion de ressources, placement d'ouvriers, c'est directement dans mes cordes habituellement. Mais Récolte, lui, pour sa part, est un peu plus simplifié, je dirais. C'est un jeu qui est beaucoup moins long que les prédécesseurs qu'on connaît si bien, là, comme les Agricola et Caverna. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on va devoir... C'est un peu une course qu'on va devoir faire parce que il faut réussir à compléter des commandes pour avancer de cases. Et personnellement, à date, j'ai joué seulement en solo, donc c'est certain que mon expérience vaut qu'est-ce qu'elle vaut. Il y a un petit mode d'histoire très intéressant, mais j'ai trouvé ça amusant d'avoir essayé de planifier les choses. Le mode solo est bien pensé aussi parce que, bon, en gros, dans un placement d'ouvriers, souvent on va placer des ouvriers, ça va bloquer l'espace pour les autres joueurs. En mode solo, ce qui devient difficile avec ça, c'est que comment on réussit à gérer l'idée d'un joueur qui va vous bloquer. Pour ce jeu-là, ce qu'on fait, c'est qu'on joue avec deux sets de pions. Donc, j'ai les pions rouges et les pions bleus. Donc, le premier round, je vais placer les pions rouges. Et lorsque le round va être terminé, habituellement, on va récolter les pions qu'on a placés. Et bien là, je vais simplement, le tour d'après, les laisser là, mais jouer avec les bleus. Donc, ça va faire en sorte que les rouges, donc les actions que j'ai utilisées le tour d'avant, ne seront plus disponibles pour le prochain tour. J'ai trouvé cette approche-là très intéressante parce qu'on doit penser un peu plus à long terme. Parce qu'après avoir placé nos jetons bleus, là, les jetons rouges vont pouvoir revenir, vont pouvoir s'en servir. Mais on a toujours les actions qu'on vient de faire le tour d'avant qui sont bloquées. Et ça demande un petit pensez-y bien. Ça a été un échec cuisant, les deux parties en solo, mais j'ai bien aimé. C'est un jeu simplifié. Certain que c'est pas pour les gens qui aiment des gros jeux costauds. Récolte est un jeu quand même assez simple, mais j'ai bien aimé la présentation et j'ai bien hâte de l'essayer également en multijoueur. Un autre jeu que j'ai joué, et celui-là j'ai été surpris parce que, bon, habituellement, ma femme elle joue pas trop. Là, on a eu une soirée avec un couple d'amis, ça faisait longtemps, et là, elle m'a dit, hey, il me semble, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu Number 9. Là, je me dis, Number 9, c'est un petit jeu de puzzle très intéressant, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler. C'est un jeu qui est encore dans ma collection, parce que je savais qu'elle l'aimait, mais le fait que juste elle vienne me le demander immédiatement, ça a fait, oh ok, ben oui, c'est certain. Donc, on a joué plusieurs parties de Number 9. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu avec des polyominoes, donc des petites pièces à la Tetris, et on va devoir tenter de les placer sur notre plateau personnel et de les placer de manière à monter en étage. Donc, d'avoir une base solide de petits chiffres comme ça qui vont être placés pour pouvoir essayer d'en placer au deuxième étage et troisième étage. Ce qui se passe, c'est que la manière que le jeu fonctionne, on a tous chacun des chiffres. Et là, les chiffres sont les morceaux en polyominoes. Donc, c'est visuellement très intéressant. Le 7, qui est justement la petite forme du 7. Et lorsqu'on va devoir les placer, on va tourner une carte. Et là, tous les joueurs doivent placer le chiffre 2. Donc, on prend leur chiffre 2 en polyominoes, le place, et voilà comme ça. On tourne le 8. Donc, tous les joueurs ont toujours... Donc, on joue vraiment contre les autres joueurs. Parce que le score à ce jeu-là n'a pas vraiment d'importance.
ça se trouve être le score qu'on fait comparer aux autres joueurs. Parce que oui, ça peut jouer en solo, mais personnellement, je vois aucun intérêt de le jouer en solo parce que le score veut rien dire. Donc, je peux pas dire, ah, j'ai eu un meilleur score. Ben, c'est normal, ça se peut que les chiffres soient sortis dans un ordre qui a favorisé le fait que ça soit plus propice à faire des points. Mais dans le cas de jouer avec plusieurs joueurs, c'est le fun parce qu'on va se comparer. Un petit jeu de puzzle très intéressant. En y rejoignant, je me suis rappelé à quel point je l'aimais. J'aurais peut-être aimé avoir du contenu supplémentaire pour ce jeu-là. Je sais qu'il y a des cartes de début asymétriques qui existent. Je ne les ai pas, c'est des cartes promo qu'il y avait. Mais j'ai été très content de rejouer à ce jeu-là. Ça faisait longtemps que j'y ai joué. Et le fait que ce soit ma femme qui demande à le jouer, ça a été un gros plus. Et pour cette raison-là, il va rester dans ma collection, c'est certain. Je continue avec un autre jeu que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et là, encore une fois, avec de la visite d'un ami qui est venu, j'ai sorti X-Wing Miniatures. Donc, le jeu X-Wing, le jeu des petits vaisseaux qui font piou-piou, et on lance des dés et on essaye de se détruire. Donc, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de combat à 2 joueurs. Donc, on va avoir une surface de jeu et on va avoir des petits vaisseaux. Chacun des vaisseaux a des statistiques, on peut mettre des upgrades, des choses comme ça, et on va devoir s'affronter l'un à l'autre. Ce qui est amusant avec ce jeu-là, c'est que lorsqu'on va se déplacer, on va faire les déplacements de manière cachée et lorsque ça bouge, ça bougera pas toujours comme on veut. Si on est dans l'espace, les manœuvres sont rapides, donc on va tenter d'essayer d'aller chercher les autres joueurs. Ça donne vraiment le feeling, bon en anglais, ils utilisent l'expression un dogfight, donc c'est vraiment un combat, on essaie de se trouver, de se positionner bien et je trouve que X-Wing Miniature est vraiment un super bon jeu. Seul bémol, bien sûr, comme les jeux de ce type-là, comme Warhammer, des choses comme ça, eh bien c'est des jeux qu'il faut avoir énormément de matériel. Pour ma chance, pour ma part, je suis tombé un peu dedans quand que la première version, parce qu'il est rendu avec une deuxième édition, la première version était sur le bord de terminer, mais j'ai quand même voulu, je me suis dit, ah là, je pense que fait que j'ai acheté énormément de vaisseaux, donc je peux facilement jouer avec n'importe quel joueur, c'est parfait, excellent. J'ai beaucoup de stock pour pouvoir partager, parce qu'habituellement, c'est le genre de jeu qui demande un ami qui est aussi investi que nous, et malheureusement, ça se fait assez difficile. Ceci dit, vous êtes fan de Star Wars, les petits vaisseaux piou-piou vous intéressent, jetez un coup d'œil à ça. C'est très très tape à l'œil et c'est très très amusant aussi. Je continue avec, encore une fois, soirée entre amis avec un couple d'amis. On sort un peu des jeux un peu plus familiaux des fois, un peu plus, pas simples nécessairement, mais plus grand public. J'ai ressorti le jeu Grim Forest. Donc Grim Forest est un jeu de la compagnie Druid City Games, qui est maintenant Skybound Games. Et c'est un jeu où on va devoir, c'est une course en fait. On va devoir construire 3 petites maisons. Donc on joue les petits cochons et on va devoir aller chercher des ressources, donc de la paille, des briques et du bois, afin de construire 3 petites maisons. Alors on peut construire 3 maisons de paille si on le désire, ça c'est pas un problème, mais c'est le premier joueur à avoir complété ces maisons. Donc, il n'y a pas de points, des choses comme ça. Et comment ça va se faire? C'est bien, c'est que c'est un concept très intéressant parce que tous les joueurs vont avoir des ressources qui vont se faire sur les différentes zones. Donc, la paille, le bois, la brique. Et lorsqu'on joue à plusieurs joueurs, le marché aussi. Et là, tous les joueurs vont choisir en secret une carte. Et là, on va la révéler en même temps. Et là, les joueurs vont aller sur les endroits. Donc, si jamais je suis seul à aller dans la forêt pour aller chercher du bois, je vais tout prendre le bois qui est là. Mais si un autre joueur est avec moi, eh bien, on va séparer ça. Donc, on essaie de lire un peu les autres joueurs pour pouvoir essayer d'aller retirer des ressources. Et bien entendu, on peut jouer des cartes de fable, donc de jouer des gros méchants loups, des trolls sous le pont, des choses comme ça pour essayer de mettre des bâtons dans les roues aux adversaires. On a un système d'amis, donc des personnages, des contes de Grimm. Donc, le jeu a une très belle présentation. Bon, je suis chanceux, moi, ma version est peinturée. Donc, j'ai un ami à moi qui a peinturé mes figurines. Donc, ça look encore plus sur la table. Un petit jeu un peu on va jouer du coude, on va se mettre des bâtons dans les roues, ça reste léger, le thème est génial. Encore une fois, les contes de Grimm, donc on voit plein de personnages qu'on connaît, la petite sirène, Réponse, on voit Blanche-Neige, on voit un paquet de personnages connus de ces contes-là. Donc ça reste un petit jeu sympathique. Je l'aime beaucoup avec 4 joueurs, c'est super le fun parce que à 2 joueurs, c'est un peu plus ordinaire. C'est le fun à 4 parce que c'est un peu plus chaotique et c'est très amusant et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de le sortir. Un jeu qui passe pas inaperçu, c'est Grim Forest. En passant, les illustrations sont absolument magnifiques. C'est d'ailleurs les artistes Mr. Cunnington, donc Lina Cossette et David Forêt qui ont fait les illustrations pour ce jeu-là et c'est absolument magnifique. Je continue avec le dernier jeu que j'ai dans ma petite liste. J'ai ressorti un jeu que ça devait faire plus de 2 ans que j'avais pas joué. Et là, même quand j'avais rejoué il y a 2 ans, après ça, c'est un jeu que quand je l'ai reçu, on a joué énormément, mais je pense qu'on s'est tanné assez vite. C'est le jeu Dice Forge. Alors, Dice Forge est sorti, je pense, en 2017. Je me rappelle, le jeu avait quand même eu un bon buzz quand il est arrivé. Les gens, wow, c'était très novateur parce qu'on avait des pièces, des dés et on pouvait décapsuler les faces de dés pour en acheter des nouvelles. Donc, lors du tour des joueurs, on brassait les dés, on recevait des ressources. Donc, plus ça allait, plus notre dé, on construisait notre dé, donc on craftait notre dé. Je dirais que le jeu était très intéressant, très amusant, mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour vite parce que j'ai joué peut-être une 12aine de parties dans un court laps de temps et je pense que même s'il y avait des cartes qui pouvaient changer,
j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et là, ce jeu-là est resté un peu sur ma bibliothèque, de côté, sans vraiment voir de temps de glace, mais sans non plus le vendre. Je le gardais toujours de côté. Je me dis comme, ah, c'est vrai, il faudrait que je rejoue à un moment donné, mais j'avais un peu moins le goût parce que j'ai joué beaucoup lorsque je l'ai sorti. Mais là, notre couple d'amis qui était là, hey, on a vu un jeu l'autre fois, Dice Forge, tout ça. Ben justement, ben oui, quelle belle occasion. Et là, j'ai ressorti le jeu et j'ai retrouvé le plaisir de jouer. C'est certain, c'est un jeu, bon, il faut aimer les dés, on va brasser les dés pour retirer des ressources, donc les dés font partie, c'est le focus principal du jeu. C'est un jeu qui est pas nécessairement complexe, mais qui offre des décisions intéressantes. Et là, c'est ce qui est amusant dans ces jeux-là, c'est de trouver les bonnes décisions lors des parties. C'est certain que quand on joue, bon, qu'on trouve un pattern qu'on aime, on va tenter de vouloir le répéter. Mais là, histoire de contrer ça, j'ai fait l'acquisition de l'extension, donc Rébellion, qui rajoute encore d'autres choses. Et là, c'est drôle parce que je suis vraiment en retard de tout le monde. C'est un jeu qu'on n'entend plus du tout parler, mais en le ressortant, ça m'a rappelé à quel point que des fois, il y a des jeux comme ça que ils ont vraiment beaucoup d'impact quand ils arrivent, et après ça, ils sont mis aux oubliettes. En y rejoignant, je me suis rendu compte que j'ai bien aimé et c'est même ma femme qui a vraiment aimé le jeu. Elle aime ça, faire des ressources comme ça, générer des affaires. Puis c'est elle-même qui m'a demandé d'acheter l'extension. Et là, si elle me demande d'acheter une extension, c'est certain que je vais aller la chercher. Donc j'ai bien hâte de l'essayer, cette extension-là, même si je suis un peu en retard sur tout le monde. Dice Forge, j'ai renoué d'amour avec ce jeu-là parce que, bon, bien entendu, quand ça sort puis que ça donne une belle expérience autour de la table, ben moi, souvent, c'est ça que je recherche parce que c'est beau avoir un paquet de jeux, il faut avoir les bonnes personnes pour les jouer et ça fait en sorte qu'il y a certains de ces jeux-là, des fois, qui sont pas, c'est pas un bon fit, mais lorsqu'on j'ai sorti Dice Forge, c'était le jeu parfait pour ça et c'est la raison pour laquelle je le garde dans ma collection. Bon, ça fait le tour de ma petite liste de jeux que je voulais vous parler. Bien entendu, j'en ai joué plein d'autres, mais on va se garder une petite surprise, une petite gêne un peu aussi, parce que je pense qu'on pourrait continuer de parler de jeux et parler de jeux. Donc, qu'est-ce qui s'en vient à la chaîne ce mois-ci? Eh bien, je vais être franc avec vous. J'ai plein de petites idées vidéo. Bon, je vous ai parlé de Pharaon, j'aimerais ça vous présenter Pharaon. Il y a quelques jeux comme ça que je veux vous présenter, mais je pense que je vais me laisser voir un peu le feeling, comment que ça va. Sinon, des top 6, je sais que mes top 6 sont souvent très populaires. J'adore ça, faire ça. Vous avez des idées pour moi de top 6 à faire. Gênez-vous pas, lancez des idées. J'aime ça, je prends beaucoup d'idées. Et pour moi, c'est toujours un exercice intéressant parce que je me mets beaucoup de limitations et je fais beaucoup de recherches lorsque je fais mes top 6. Donc, c'est pas juste un top 6 que, ok, parfait, je le mets sur le coin d'une table. Je mets vraiment beaucoup de cheminement là-dedans et j'aime ça parce que moi-même, ça me permet de revisiter tellement de jeux et même d'en découvrir d'autres en regardant sur BGG, en fouillant avec des mécanismes de jeu, des auteurs, des choses comme ça. Donc, vous avez des idées pour des top 6, gênez-vous pas à m'en faire part dans les commentaires. Et là, je parle des commentaires parce que ça nous fait toujours un plaisir de vous répondre. On lit chacun des commentaires, on essaie de répondre à pratiquement tous les commentaires. Bon, des fois, il y en a quelques-uns qu'on manque, qu'on voit pas passer, mais sinon, ça nous fait toujours plaisir d'interagir avec vous parce que c'est ce qui est agréable dans notre belle communauté de jeux, c'est justement de pouvoir discuter avec vous. Vous avez aimé la vidéo? Mettez un petit pouce en l'air, vous n'avez pas idée à quel point ça monte le moral. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien faites-le. On est tout près du 10 000 abonnés, alors ça va être un step très important, une marche très importante pour nous. Ne serait-ce que juste d'avoir 10 000 abonnés, je trouve que le chiffre est très intéressant. Mais pour ça, bon, c'est certain que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous dire « Ah, mais tu sais, ça me sert à rien de m'abonner ». C'est un petit clic, c'est très simple pour vous, pour nous, c'est du support qu'on a en voyant ça, on sait que les gens nous écoutent et ça nous encourage à continuer de vous donner du contenu de qualité et ça plusieurs fois par semaine parce qu'on sort en moyenne de 5 à 6 vidéos par semaine et ça nous fait plaisir. Donc votre intérêt, ça fait en sorte que ça nous carbure à pouvoir vous sortir justement plus de matériel comme ça. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!